Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, cette semaine, on va s'intéresser à un phénomène, finalement des choses dont on vous parle depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a un vrai retour en force des jeux solo narratifs? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un peu une aubaine financière aussi? On en débattra. On débattra aussi de l'importance des jeux et de leur pérennité. Et on a un petit jeu rigolo aussi à vous montrer qui est en train de faire son petit chemin un peu buzz. On verra si vous êtes adepte ou pas. Et pour parler de tout ça, eh bien figurez-vous, on en a deux qui sont bien au fait. Hein, Nodus? Comment ça va, Valentin? Moi, je suis très bien au fait et je suis très bien aussi puisque je reviens de vacances. Donc voilà. Il est pimpant. Je suis ravi. Pas bronzé pour autant, mais. Non, t'es pas bronzé. C'est vrai que tu étais où en vacances? Si je te le dis, après, j'étais à Ibiza. Ah oui. Ok, bon, il n'est pas bronzé, mais il est à Ibiza. Après, il y a des gens qui bronzent pas. J'ai deux teintes, j'ai blanc ou rouge. J'ai pas d'entre-deux, voilà. Ouais, c'est un petit peu quand même, t'as pris des petites couleurs. Écoute, ça me fait bien plaisir de te voir. Mais moi, je suis très content d'être là à chaque fois. Donc, ouais. Je te lis partout. De plus en plus, un peu partout. Oh là là, Voilà. je suis ravi que tu me lises partout. La pression que je lui mets direct. Mais il va nous parler des super sujets. Et Cassim, qui est de retour. Ouais, Cassim oui. de Frandroid. Alors moi je reviens pas de Ibiza. Il arrive de chez lui. Il arrive de chez J'ai lui. les couleurs naturelles de Paris. T'étais pas en vacances, toi? Non, bientôt peut-être, mais là, allez, le mois de mai, là, quand même, on a quelques jours fériés. Ouais, un peu de jours fériés pour entre les conférences et les présentations. Et, ouais, Oui, tranquille. Mais voilà, mais Cassim qui aime bien toujours parler jeux vidéo. Bien sûr. Et Frandroid. Et bien avec ces messieurs, on va faire une grosse page actu parce qu'on a plein de choses à se raconter. Et on attaque direct avec Actu à chaud. On va revenir sur un sujet dont on vous avait déjà parlé, qui était, comment on peut dire, l'opération, l'association, l'initiative Stop Killing Games. Ouais. On en avait parlé sur ce plateau qui a été lancé il y a à peu près 2 ans, si je ne me trompe pas. À peu près, 2024. Ouais. Qui consiste, en gros, à préserver nos jeux. C'était né, souvenez-vous, à la suite du petit scandale naissant autour de The Crew, le jeu de course d'Ubisoft, qui avait stoppé ses serveurs, et qui dit serveur à l'arrêt sur un jeu de simulation de course à plusieurs, dit plus de jeux, dommage. Voilà. Cette initiative, Valentin, elle a pris de l'ampleur. Tout à fait, elle est allée au bout. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment elle est née? Alors donc, comme tu l'as très bien dit, c'était né donc de cette fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft, initiative qui a d'ailleurs ensuite donné lieu à The Crew Unlimited, donc d'anciens joueurs de The Crew qui avaient remodelé le jeu et refait une infrastructure réseau complète pour pouvoir y jouer en solo. Et Ross Scott, Scott Ross, pardon, à chaque fois je confonds les deux. Ouais, tout est comme moi, c'est Ross Scott. Ah, c'est Ross Scott, ouais, c'est à chaque Ross fois. Ross Scott, donc qui a été en fait mis à la place de porte-parole de cette initiative. C'est un youtubeur. Qui est à la base youtubeur et streamer, mais qui est aussi un très bon communicant. Il s'exprime très très bien et ça se voit même sur ses chaînes Twitch et YouTube. Ça s'est vu au Parlement européen, on va en reparler juste après. Qui a été donc mis en tête d'affiche de ce mouvement qui a pris de l'ampleur, à la fois donc en Allemagne, en Europe, on avait eu une pétition avec plus d'1 500 000 signatures. Il y a eu différentes initiatives ça et là. Pour l'instant, rien de vraiment concret. Aux US, il y a eu un projet de loi de l'État de Californie qui imposerait aux studios non seulement de prévenir les joueurs 60 jours en amont qu'un jeu va fermer ou que les serveurs vont fermer, mais surtout d'obliger les studios, donc en l'occurrence américains, aux US, à fournir, dès lors qu'un jeu ferme, une solution pour y jouer en solo. Donc soit une version alternative, soit un patch. Parce qu'on rappelle, le problème, c'est ces jeux qui nécessitent une connexion en ligne, qui nécessitent d'être plusieurs. Eh bien oui, parfois, on parle de The Crew, mais The Crew est un jeu qui a 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus de joueurs. Les serveurs, ça coûte cher. Et donc, Ubisoft avait dit, on stoppe les serveurs. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne. Et ça, c'est pas juste un joli terme. C'est une vraie démarche donc organisée par notre ami Ross Scott pour porter le jeu devant le Parlement européen. Et c'est ce que tu disais, ça nécessite plus d'1 million de signatures vérifiées. Tout à fait. C'est-à-dire que vous ne demandez pas à vos potes de signer 10 500 fois. Je peux pas installer un VPN et je suis Scott Ross. Il l'a pas fait 1 500 000 fois. Et ça a porté ses fruits. Oui, tout à fait, puisque il est passé au Parlement, l'initiative Stop Killing Games, qui d'ailleurs, j'ai appris ça la semaine dernière, mais assez fun. Elle s'appelle Stop Destroying Games. J'ai appris ça Europe, aussi. Et je me demandais pourquoi. Video Games, ouais. Et alors pourquoi? Pour éviter la confusion entre Stop Killing Games, donc arrêtons de tuer les jeux, ou Stop Killing Games, arrêtons les jeux où on tue. Ah, moi, je pensais subtilité. que c'était parce que peut-être le mot killing, ça passait pas au Parlement, mais en fait, c'est bon.
peut-être que c'est pour les deux raisons, mais donc voilà. Stop Destroying Games est donc passé devant le Parlement européen. Donc ils ont récolté la quantité nécessaire de signatures pour que ce soit le cas. Et donc le 16 avril dernier, ce Ross Scott, à chaque fois Toi aussi, tu as envie de l'appeler Scott Ross, non, moi mais aussi, mais non, c'est Ross Scott. Ce bon Ross Scott est donc passé devant le Parlement, devant l'ensemble du Parlement européen. La vidéo est complète et disponible sur YouTube. Il y a différentes versions abrégées. Il y a même une version de 40 minutes et une version de 9 minutes qui fait un peu un hypercut de tout ce qu'il a dit. Le Director's Cut ou tu as la version normale? Ouais, c'est vraiment la Director's Cut. Et les retours sont assez unanimes. Il s'en est ultra bien sorti. Bon, ça, on le savait parce que le mouvement s'étant développé, lui, c'est bien entouré aussi. Il y a même 2 initiatives. Il y a 2 organisations non gouvernementales qui ont été lancées, une aux US et une en Europe, pour aussi avoir un pouvoir de lobbying. Donc, ça fait 2 ans qu'il navigue un peu là-dedans et ça fait 2 ans qu'il est bien entouré pour parler de ça. Il y a les soutiens politiques aussi, d'un peu partout. Ça, c'est important. Il n'y a pas que le soutien des associations de consommateurs ou des associations juridiques. Il est vraiment... On salue l'ami Conquerax qui est venu ici parler de la défense des jeux physiques et qui fait partie de l'initiative qui était la force de défense des jeux, évidemment, quand on connaît Conquerax, qui fait partie des gens qui sont allés aussi devant le Parlement, qu'on salue, Conquerax. Cassim, ça te parle, ça, forcément? Oui, tout à fait. Non, mais oui, c'est un enjeu assez large. À partir du moment où on veut dire que le jeu vidéo est un art, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et un art, justement, ça se protège dans le temps. On doit permettre, justement, de pouvoir continuer de découvrir des œuvres longtemps après, on va dire, leur exploitation commerciale. Et c'est de ça dont on parle. Effectivement, c'est totalement logique pour un Ubisoft, un EA ou quoi, de fermer les serveurs. Et ça, je pense qu'à peu près n'importe qui peut comprendre la démarche derrière ce genre de décision. Quand tu n'as plus que 2 mecs sur un serveur, un entretien, ça coûte quand même extrêmement cher. C'est des entreprises qui doivent être rentables, qui ont des devoirs vis-à-vis de leurs actionnaires, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question, c'est plutôt comment faire en sorte que le jeu vidéo, une fois qu'il a fini son exploitation commerciale, on puisse continuer à pouvoir le découvrir, l'analyser, etc. Et au-delà, on se focalise beaucoup sur les jeux multi parce que c'est un peu l'exemple typique. Mais il y a plein de questions qui se posent autour de la pérennité justement des jeux vidéo. Même pour les jeux multijoueurs, par exemple, il y a aussi quelle version du jeu on conserve. Parce qu'il y a des jeux qui évoluent longtemps. On pense au MMORPG, on pense même à des jeux multijoueurs compétitifs. Je sais pas moi, des jeux comme Overwatch qui passent de 10 personnages quand ils sont arrivés sur le marché à 40 personnages. Peut-être on a vu avec des jeux comme World of Warcraft des gens vouloir revenir à la première version, aux versions d'origine. Legacy. Exactement. Donc il y a toutes ces démarches-là aussi qui entourent les jeux multi. Et puis pour les jeux physiques, il y a toute la question de pouvoir continuer d'y jouer, machine et génération après génération, console après console. Et on a vu que pas des éditeurs, mais des plateformes s'emparaient du sujet. Moi, je pense à GOG qui a fait beaucoup de communication autour de ça, de prendre des anciens jeux et de faire en sorte qu'ils soient jouables sur des plateformes modernes, sur un Windows d'actualité, sur nos PC modernes. Ça pose beaucoup de questions. Il y a toujours l'éternelle question du non, vous n'êtes pas propriétaire de votre jeu, puisque il peut disparaître de vos machines du jour au lendemain, parce que The Crew. En fait, on achète une licence. On peut rien faire, on achète une licence. On achète le droit d'utiliser, comme on achète le droit d'accéder à un catalogue Netflix, on n'achète pas le film qu'on va voir. C'est un peu pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que même Ross Scott au Parlement, il a bien conscience et il le dit très vite dans son intervention, je crois dans les 2 premières minutes, il dit on ne demande pas aux studios et aux développeurs de maintenir les jeux ad vitam aeternam parce qu'on sait que c'est pas possible et ça n'a pas de sens. On demande juste de fournir des moyens pour permettre aux joueurs de continuer à jouer après que ce soit fermé, et même parfois pour des jeux solo. Des jeux solo qui nécessitent une connexion. J'avoue que The Crew, moi j'ai beaucoup joué à The Crew. Je m'en foutais un peu de savoir qui jouait avec moi, j'aimais bien vadrouiller toute seule. C'est le sujet aussi que posaient depuis longtemps les questions autour du piratage et de l'émulation, qui sont complètement illégales évidemment, mais qui permettaient... on l'a vu encore récemment, moi j'ai un exemple récent, la sortie de Metal Gear Solid 4 qui pour la première fois sort autre part. À l'origine c'était un jeu exclusif à la PlayStation 3 et là il va avoir le droit à une version remasterisée sur console mais aussi sur PC, et le simple fait qu'il sorte sur PC, ça octroie automatiquement, malheureusement via le piratage, mais ça octroie automatiquement le fait qu'on sait que dans 10, 15, 20 ans, grâce au modding, etc., il sera encore possible d'y jouer malgré la volonté ou non de son éditeur. En fait, finalement, il y a un côté, une fois que c'est sorti sur PC, c'est un peu plus sécurisé, on va dire, pour ce qui est des jeux solo en tout cas. C'est ça. La Commission européenne a jusqu'au 27 juillet, en gros, pour donner une réponse officielle. Et de là, on verra s'ils peuvent envisager des amendements, législation sur les contrats numériques, protection des consommateurs, et tout ça. Donc, affaire à suivre. Je vais vous parler
très vite d'un jeu que j'ai vu popper sur Twitter. J'avoue que je ne l'avais... Twitter X maintenant. Je n'en avais pas entendu parler. J'ai vu le trailer, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai eu la chance, j'ai été contactée par les créateurs du jeu qui m'ont dit est-ce qu'on peut en discuter? Ce jeu s'appelle President Simulator. Toute ressemblance avec une réalité serait purement fortuite, dirons-nous. C'est ce que j'ai dit à Guillaume Cazel et Pierre Grimaud qui viennent de monter Studio 14B. Et alors, dans leur jeu, c'est des anciens d'Ubisoft, c'est des experts du jeu mobile et du AAA qui là se sont tapés un délire absolu. Vous jouez quelqu'un qui est élu président des États-Unis un peu par erreur, un peu par accident. Et donc, c'est un jeu de simulation politique satirique, évidemment, mais est-ce que la satire aujourd'hui peut arriver au niveau de la réalité? C'est une vraie question. C'est à la première personne, et donc vous êtes président des États-Unis, avec tout ce que ça entraîne. Donc, vous devez signer des décrets, vous devez faire des lois, les refuser. Attends, mais ça a l'air incroyable. Regardez ce petit bouton rouge sur votre bureau. Vous pouvez appuyer dessus si vraiment c'est le chaos total. En gros, vous choisissez comment vous allez gérer votre pouvoir. J'adore le concept. Alors moi, je suis bonne cliente pour les jeux de simulation. Donc là, possibilité de faire un peu n'importe quoi, mais pour la bonne cause. J'adore. Il y a un petit ton décalé, un petit ton humoristique. Ils s'éclatent. Ils sont vraiment deux à le faire. Okay. Petite histoire, petite anecdote rigolote. Ils sont deux. Ils se sont rencontrés via une tierce personne. Non, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ils ne se sont jamais vus. Ils vivent à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Okay. Ils ont monté leur studio. Ils font leur jeu. Il y a une démo qui arrive très vite, sans jamais s'être vue. Leur histoire est assez folle à Guillaume et Pierre. Et je voulais faire un petit coucou sur ce jeu parce que je suis tombée vraiment dessus. Ça m'a fait rire, ce trailer. Comme quoi, il faut vraiment parfois errer sur Steam. Je suis la grande spécialiste pour faire des recherches de simulateurs nawak sur Steam et je tombe sur des trucs parfois. Là, celui-ci, c'est un genre à part entière. Celui-ci m'avait échappé, mais vraiment, j'ai hâte de la démo, de voir si je sais gérer les crises en temps réel comme n'importe quel bon président des États-Unis ou pas. Voilà, ça a l'air complètement chaotique. Est-ce que ça te tente? Ah mais moi je vais dès que ça sort je vais l'installer hein. Et j'espère que le bouton rouge, parce que normalement il me semble que le bouton actuellement dans l'administration de Trump, le bouton sera appelé un Coca Light. Oui, c'est Coca Light. Ils ont refusé de lui donner. Il a essayé d'avoir les codes apparemment récemment, les codes nucléaires, et ils lui ont dit non, tu vas rester à côté, t'es gentil. Cassim, ça te tente ou pas? President Simulator. Ça me tente totalement, mais évidemment moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est que j'espère qu'il y aura un DLC en 2027 pour la version française. Ouais, mais est-ce que ce sera aussi potentiellement chaotique? C'est ça la vraie question. On aura la réponse en 2027, j'ai envie de te dire. Là, tu dois gérer des crises, tu dois équilibrer tes décisions économiques, armées et tout. Voilà. La base est là, en tout cas, oui, forcément, pour avoir quelque chose de plus satirique avec les États-Unis. Alors, c'est parti très très vite. Moi, je l'avais vu via un compte américain, en fait, quelqu'un qui est spécialiste dans la curation des jeux un peu nawak sur Steam. Donc, c'est ce qui m'a fait voir ça. Et donc, quand j'ai été contactée, que j'ai vu qu'en fait, c'était des Français qui faisaient ça, j'étais morte de rire. Je me suis dit, c'est génial. Ah oui, non, mais c'est très bien. J'aurais quand même demandé s'ils n'avaient pas trop de soucis avec les pros ou anti-MAGA qui est dans ce jeu-là. Ils m'ont dit, pour le moment, ça va encore. Voilà. Donc, President Simulator, affaire à suivre. Mais en tout cas, ça sent bon le jeu satirique. Moi, je suis archi cliente. Démo à venir, courant mai. Est sorti un petit peu plus tard dans l'année. Messieurs, on va attaquer le gros sujet. La question que je vous ai posée et le constat qu'on a un peu tous fait. Est-ce qu'on assiste à un retour en force du jeu solo, réellement ou pas? On sait que ces dernières années, on a mangé, surmangé, remangé du jeu service, du live service, game as a service, appelez ça comme vous voulez. On a vu aussi des beaux cartons et des crashs comme Concorde, comme Hogwarts, comme Suicide Squad aussi. Même Last Flag récemment, là, le jeu du chanteur de Imagine Dragons. C'est le frère, on les avait rencontrés, c'est le frère et les deux frères. Qui, pour le coup, il y a un super concept. Bon, il est sorti il y a une semaine, on verra un peu, mais oui. Ça n'a pas l'air de marcher de fou, mais ma question, c'est ça justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas saturé de ces jeux? Quand on voit ce qui sort cette année qui marche, Resident Evil Requiem, Pragmata aussi chez Capcom. Alors Capcom, ils ont cartonné sur les jeux solo. Crimson Desert, l'année dernière, on a eu Clair Obscur aussi, même au tour par tour. Pourquoi on a cette envie soudainement de revenir sur des jeux solo, Valentin? Je pense que ça naît de plusieurs choses. Il y a, comme tu l'as dit, je pense qu'on est relativement tous d'accord sur une forme de lassitude et de burn-out du jeu service. Ces 10-15 dernières années, on en a eu quand même énormément. Merci Fortnite.
Ouais, ben, Fortnite et même avant en fait, hein, même juste les FPS live service, tous ces jeux live service, même GTA Online en son temps avait aussi contribué à ça, beaucoup. Je pense qu'il y a une forme de lassitude de la part des joueurs vis-à-vis de ces jeux-là. Il y a aussi, je pense, une nécessité, enfin, les studios, du moins de ce que je me rends compte, commencent à se rendre compte peu à peu que en fait, les jeux solo sont peut-être parfois mieux reçus et il y a une vraie faim de la part des joueurs, il y a une vraie envie. Et en fait, ben, il y a des jeux, voilà, Sony en est un très bon exemple. On pourra reparler de leur politique vis-à-vis des jeux solo maintenant, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques temps qu'ils allaient se retirer du PC sur les jeux solo. Mais en fait, la preuve, c'est que bah, les jeux solo Sony, généralement, sur PC, ça marche. Les Spider-Man, ça marche. Les God of War, ça marche. C'était dans leur ADN aussi, c'est leur ADN. Tout à fait, ouais. Donc, et on sait qu'ils avaient 12 projets Ouais. de jeux de live service, il en reste quoi, 3 Oui, à peu près en stock. Ils ont annulé à peu près tout. Ils voulaient mettre en live service toutes leurs grosses licences. il y avait The Last of Us devait avoir le droit à une version Uncharted multijoueur. aussi, tout le monde devait avoir son multi. Finalement, il reste rien, quoi. Et t'avais, j'ai fait un peu des petites recherches avant d'arriver ici, mais c'est trop marrant parce que depuis 2020-2021, chaque année, on a genre plusieurs articles de presse qui, en 2021, c'était USA Today qui parlait du comeback des jeux solo. En 2023, Kotaku parlait également d'un comeback. En 2024, c'était Screen Rant qui écrivait que c'était la meilleure année possible pour jouer à des jeux solo puisque c'était l'année de Baldur aussi. Donc ça a aidé. 2024 aussi, 2025, bah pareil. Chaque année, il y a ce truc de c'est la meilleure année pour jouer aux jeux solo. Et on voit bien que c'est une tendance qui continue à grossir et grossir, quoi. C'est une envie ou c'est un vrai. En fait, il y a de plus en plus parce que les éditeurs ont compris que Fortnite aussi truste beaucoup du temps de jeu multi disponible de ceux qui en ont. En fait, il y a une forme de rationalisation du marché. En fait, en gros, clairement, il y a eu Fortnite et Roblox qui ont tellement explosé, en fait, que ils ont tellement atteint des sommets en termes de revenus. À un moment, en plus, il y a eu le Covid pendant ce temps-là aussi. Mais pas Minecraft dedans. Il y a Minecraft tout à fait avant, tu as tout à fait raison. Non, mais on a tendance, je dis ça parce qu'on a tendance à l'oublier. Tout à fait. Et je pense qu'au niveau multi, c'est un lien qui accapare du temps de jeu énorme. Et en fait, ils sont 3 jeux qui, globalement, ont eu, qu'on appelait des jeux un peu de l'infini, qui justement ont eu un succès très, très, très long terme, qui ont apporté énormément de revenus à leurs éditeurs. Et en fait, ça, c'est quelque chose que tous les éditeurs ont voulu avoir dans leur écurie, PlayStation, mais tous les autres aussi, ont voulu avoir leur Fortnite à eux. Et en fait, on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que en fait, faire un Fortnite, c'est très compliqué, c'est une science particulière et un peu mystérieuse, et qu'en fait, tout le monde s'y est essayé, tout le monde s'y est un peu cassé les dents. Et puis ensuite, c'est que même Fortnite lui-même, qui est l'exemple, la vitrine, etc., on a vu là en début d'année avec les licenciements chez Epic Games que même Fortnite, c'est plus vraiment Fortnite non plus. Ils sont un peu en perte de vitesse, mais ce qui est légitime. En fait, un jeu ne peut pas non plus, pendant 40 ans, réussir à se renouveler en permanence. Et puis, c'est des projets pharaoniques sur des années et des années qui impliquent des centaines, voire des milliers de développeurs pour justement un succès à l'arrivée qui est un petit peu aléatoire. Là où un jeu solo, il y a quelque chose de beaucoup plus rationnel. Il y a un début, il y a une fin déjà. Après, ça dépend du budget que tu lui attribues. Et voilà, il y a jeu solo et jeu solo. Il y a le jeu solo indé et il y a GTA 6. C'est ce que j'allais te dire. Le budget d'un jeu solo, aujourd'hui, on entend des trucs qui sont délirants, qu'on n'entend pas sur du jeu multi. Bon, après, il y a quelques jeux qui se sont un peu ratés sur du multi. Mais tous les jeux dont on entend parler, les gros solos, sont des budgets en centaines de millions de dollars ou d'euros. C'était Schreier qui parlait, Jason Schreier, donc de Bloomberg, qui parlait récemment de la plupart des jeux solo aujourd'hui AAA, on est sur des budgets qui parfois tournent autour des 200-300 millions de dollars, ce qui paraissait déjà lunaire à l'époque de GTA V, parce que le budget c'était je crois 250 millions, un truc comme ça, alors que là on est sur du 2 milliards pour GTA 6. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté de revenir à des expériences et des échelles un peu plus petites. Tu vois, genre, je pense pas que le retour du jeu solo signifie forcément la mort des jeux multi. On va en parler, mais je pense pas non plus. Mais en fait, on va chercher autre chose, quoi. Ouais, on va chercher autre chose. Il y a aussi une narration et un développement des personnages et une profondeur que parfois tu peux pas atteindre dans un jeu multi, du moins qui est beaucoup plus compliqué à atteindre et que les joueurs recherchent. Puis parfois, moi, je trouve que c'est bien de jouer en solo. Enfin, moi, j'aime bien mon petit jeu solo qui dure ma petite semaine. Là, je suis content. Moi, je suis de la vieille école solo canapé, tu sais, donc ça me va très bien, moi, ce retour en force. En fait, il y a un sujet qui est presque en tangente de ce dont on est en train de parler, mais qui fait aussi le distinguo solo-multi, c'est la longueur des jeux, en fait. La durée de vie des jeux. J'ai l'impression que la tendance est plutôt à un retour à des durées de vie plus restreintes et quelque chose de plus condensé qu'on peut finir et dont on peut aller au bout du scénario. Et c'est aussi ça, l'antithèse d'un jeu multi qui, par essence, justement, c'est un jeu
sur lequel tu peux passer des centaines, milliers d'heures. Et donc, on a un peu un retour aussi à quelque chose de plus restreint. Tu mentionnais Baldur's Gate tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est le Oui, là, c'est plutôt l'inverse. Oui, Baldur's Gate 3 ou Clair Obscur, Expédition 33, on est très très loin. Oui, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux narratifs, parce que c'est aussi du solo narratif, action, aventure, RPG, ce que vous voulez comme style, où on est à peu près autour d'une vingtaine d'heures. Il y en a de plus en plus, où on va avoir le temps de vraiment en profiter, de finir le jeu. Ma question aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sur des solos un peu plus premium, on cherche à avoir des solos aussi un peu plus premium, je pense à des Black Myth Wukong, des Elden Ring, quelque chose, est-ce qu'on tente pas aussi un peu plus d'innover dans le côté, vous allez faire solo et avoir un autre style de jeu, une autre approche, quelque chose d'un peu plus hybride dans l'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation dans le jeu vidéo, elle n'est pas sur du solo, justement? Plus facilement que sur du multi, où on a eu l'impression à une époque que oui, allez, hop, on vous en met 4, vous attrapez, ou vous attrapez un drapeau, vous allez chercher une balle, vous allez faire je ne sais quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus original d'aller sur du solo? Je sais pas si Cassim, tu veux. Surtout, en fait, le solo permet. Il y a l'innovation dans le gameplay, évidemment, où du coup, pour moi, l'innovation, elle vient surtout des jeux indés. Et qui dit jeux indés dit forcément plus facilement des jeux solo, parce qu'on l'a dit tout à l'heure sur l'initiative sur les jeux multi. En fait, un jeu multi, ça coûte cher en infrastructure. Faut payer les serveurs, etc. Donc forcément, pour une équipe indé ou une équipe plus restreinte, c'est plus facile de faire du jeu solo. Et comme l'innovation, je pense, vient plutôt facilement des plus petites équipes de développement, des plus petits budgets, c'est logique, c'est un petit budget de développement égal, je peux plus facilement multiplier les petits budgets de développement, et il y en a bien un dans le lot qui fera un succès, et multiplier les essais. Donc il y a ce point-là à prendre en compte. Et puis après, ça c'est sur le gameplay pur. Après, les jeux solo, il y a aussi l'aspect narration. Et là, moi, j'ai l'impression que le jeu vidéo, on a encore que gratté la surface de ce qu'on peut raconter dans du jeu vidéo, quoi. Pourtant, quand tu regardes, je regardais par curiosité les récompenses des prix en narration. Il y a une époque où c'était un peu laborieux. Aujourd'hui, on a des choses en narration. On parlait de Baldur's Gate 3. Avec Divinity qui arrive aussi. C'est énorme. Divinity qui arrive. On attend de voir ce que ça va être. Ça a l'air bien barré. Si je mets de côté Crimson Desert, qui était un jeu un petit peu à part dans le solo, un peu expérientiel, vous avez une histoire dans Requiem, forcément, dans Nioh 3, on a eu du Black Myth Wukong, on a eu le retour en force de Final Fantasy. Final Fantasy 7, on est passé d'un jeu à 3 potentiellement, déjà 2. Il y a une volonté, en fait, de ce narratif. Il y a quelque chose qui se dessine quand même. Ouais, je trouve aussi que les joueurs, ils sont quand même plus attentifs qu'auparavant. C'est peut-être juste aussi mon biais, et peut-être dans ma bulle à moi, mais j'ai l'impression que les joueurs, du coup, qui vont s'attarder sur des jeux solo, vont peut-être plus se focaliser aussi sur la qualité d'une narration plutôt que la taille d'un... Bon, alors même si Crimson Desert est un mauvais exemple, mais plutôt que la taille d'un monde ouvert ou... Non, mais tu vois, c'est un solo différent. On a parlé, nous, ces dernières semaines de Crimson Desert, donc, où la narration est un petit peu mise de côté. Voilà. Et à côté de ça, on avait Pragmata qui est sorti dans la foulée, où là, l'histoire est un peu au cœur de l'expérience solo, où vous avez 2 personnages à jouer. On a des propositions qui sont quand même diamétralement opposées. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose de différent. Je pense en plus qu'il y a quelque chose dans l'air du temps autour des jeux solo et de la narration, c'est le fait que forcément, si un scénario est intéressant, on va avoir envie d'en discuter. Il va y avoir les moments clés qui vont être diffusés à mort sur les réseaux sociaux, les réactions de chaque streamer à chaque moment clé. Et là, forcément, il y a un éléphant dans la pièce qu'on n'a pas mentionné, parce qu'on l'a mentionné 5 millions de fois en un an, qui est un petit clair-obscur, forcément, mais qui est un peu l'exemple typique de ce dont on est en train de parler. Et quoi qu'on pense du scénario du jeu, quoi qu'on pense du jeu au final, il est là. Il est là, et en fait, il va animer des débats. Et en fait, moi, ça me fait penser à un peu ce retour aux séries télé avec épisodes semaine après semaine qui permettent de générer une discussion sur Internet et qui permettent de se dire il se passera quoi dans le prochain chapitre, il se passera quoi dans le prochain épisode, etc. Et il y a beaucoup de discussions sur Internet, sur Reddit, sur les réseaux sociaux. Et je trouve que les jeux solo narratifs permettent d'amener ça aussi, d'amener cette discussion-là, le côté rejouabilité, le côté on revit l'expérience à travers aussi en discutant avec d'autres personnes de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc il y a tout cet élément-là aussi. Et je vais mettre un autre éléphant dans la place dont on n'arrête pas de parler, qui arrive en force, c'est l'IA. L'IA générative dans les jeux. Évidemment, on a vu beaucoup d'expériences. Alors, c'est beaucoup des PNJ qui deviennent des éléments de l'histoire. Mais ça, on peut l'appliquer qu'au solo narratif aussi. Ça va être compliqué. Si on commence à être sur un multi, ça va être le boxon.
Ah oui, oui, ça complètement, ouais. Mais c'est même Ubisoft qui travaille depuis plusieurs années sur implémenter l'IA sur des. Par exemple, dans ces jeux en monde ouvert où tu vas entendre des PNJ parler au loin quand tu passes dans la rue, machin, bah, ces dialogues-là, ils travaillent sur Moi, j'ai fait leur test de Teammates, là, alors justement Yes, leur ouais, ouais, outil, et c'est assez impressionnant quand même. Enfin, ça apporte une dimension supplémentaire. Après, voilà, moi, c'est mon avis aussi à moi qui est peut-être un petit peu parfois anti-IA, mais si on peut innover autrement qu'en foutant l'IA partout, moi, ça m'arrange. Oui, parce que Si ça te permet de, tu vois, on parlait de rejouabilité, de choses comme ça Évidemment. peut être aussi quelque chose, un atout supplémentaire. Ça ouvre une porte vers alléger le travail de certaines équipes pour innover sur autre chose. Ça, oui, je suis d'accord. Mais, Est-ce que l'attrait pour le solo, c'est pas aussi parce qu'on en a marre des microtransactions à tire-larigot, des season pass qui, avec des jeux de plus en plus chers, alourdissent aussi la facture. Enfin, il y a ça, mine de rien. Le multi est associé, le jeu service est associé à t'as payé une forme de toxicité. une blinde. une forme de prédation monétaire. Non, mais tu parles toxicité Non, mais c'est aussi ça. dans les chats, dans tout ça. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, ce ras-le-bol-là? Bah, puis le jeu vidéo solo permet aussi de, comment dire, quand on a une vie un peu chargée, aussi de pouvoir s'adapter, s'adapté son temps de jeu, on va dire. Le jeu multi, forcément, ça demande de se mettre en contact avec des. T'as pas à choper tes potes. Voilà, exactement. Faut se concerter, faut faire un. Si t'aimes pas les gens, t'es obligé d'en attendre quand même. Voilà. Non, puis effectivement, il y a les rapports à la toxicité en ligne, et puis il y a le côté prédation. Qui, effectivement, me semble. Moi, c'est un argument, en tout cas, qui me fait Pour plutôt toi aller vers des jeux solo où je sais que je paye un tarif fini. Et à la limite, si j'ai adoré le jeu du bout des ongles, etc., peut-être que je vais espérer un jour un DLC ou une suite, et à ce moment-là, je repasserai à la caisse. Mais en fait, quelque part, c'est parce que justement, j'ai été vraiment attiré par le jeu, quoi. Et quand on parle d'expérience, alors je vais vous parler d'un jeu qui est sorti cette semaine, qui est Tides of Tomorrow, qui pour le coup est un jeu solo où vous jouez avec les autres sans eux. Asynchrone, c'est asynchrone. C'est-à-dire qu'en gros, les actions des personnes qui sont dans la même partie que vous, qui l'ont faite juste avant vous, ont des répercussions. Vous décidez de choisir, vous arrivez sur cette planète qui a été envahie. Alors c'est un jeu qui a un message fort écologique derrière, où vous arrivez sur une planète qui est envahie par le plastique. C'est une maladie mortelle et vous devez trouver un remède. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un jeu purement solo, mais où vous allez suivre un autre personnage qui n'est pas n'importe qui est quelqu'un qui a aussi fait la partie. Alors c'est très drôle parce qu'ils ont mis des streamers dedans. Oui, vraiment connus. Il y a Damdam, il y a Zerator, il y a Atomium qui ont participé à ça, avec Serve aussi, voilà. Et ils ont tous fait le jeu aussi en suivant quelqu'un de lambda. Alors beaucoup aussi des gens du studio de Digixart qui avaient participé. Et donc vous allez suivre une autre personne. Si elle a fait n'importe quoi face aux gens que vous croisez, ça peut avoir des répercussions sur votre partie. Si vous décidez de tuer ou voler quelqu'un, ça a une répercussion sur la partie de la personne qui est derrière vous. Vachement malin comme concept, je trouve. Est-ce que c'est pas une autre façon aussi? On parlait du solo narratif innovant. Là, vous jouez avec les autres, mais sans qu'ils viennent vous embêter. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour moi une super façon d'innover sur du solo. Ça me rappelle un petit peu le principe des drive-avatars de Forza, où même quand tu joues en solo, tu as des fantômes basés sur le comportement de tes potes qui, eux, jouent dans leur coin. Non, c'est... Mario Kart. Ça me fait penser à Journey dans une autre mesure, sur l'innovation sur le multijoueur, où tu es forcé de coopérer avec quelqu'un, mais sans qu'il y ait jamais une ligne de dialogue, sans que tu... mais juste par... en fait, naturellement, en fait, du non-verbal. Mais est-ce que ça prend, ça? Est-ce que ça peut prendre? Est-ce que c'est des choses où les gens veulent juste du solo narratif à la PlayStation et on ne se prend pas trop la tête? Est-ce qu'on peut vraiment encore innover? Parce que je vous disais, il y a plein d'innovations. Il y a des jeux qui marchent. Il y a des jeux qui ont des succès d'estime auprès des joueurs, auprès de la presse. Pas forcément dans les ventes. Tout à fait. Et on sait que sur les ventes, ça reste ou les FPS qui cartonnent. Voilà, on sait que Call of Duty, malgré ce que les gens disent, année après année, reste un carton de vente. J'avais des chiffres pour vous. Le marché mondial du jeu vidéo, c'est environ 190 milliards. Milliards? Non, ça fait beaucoup, ça. Ah non, je pense non, milliards de dollars, non, c'est ça, milliards. Les FPS solo, c'est 5 milliards. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est estimé pour 2026. On sait que le multi rapporte toujours, de fait. Donc, est-ce que le solo, nous, on le voit revenir, comme tu disais très justement, depuis des années, c'est juste une sensation, mais que pour les éditeurs, c'est pas rentable, en fait, totalement. Je suis pas convaincu que ce soit pas rentable, et ça va... En fait, c'est Ark Raiders, par exemple, qui a fait un carton. Cette année, on sait qu'il y a des multi qui cartonnent. Ouais, ça marche. Et tu vois, je pense que les jeux multi qui cartonnent sont plus forcément ces jeux live service qu'on voit s'écrouler les uns après les autres, les Highguard, les Concorde, les machins.
on est beaucoup sur des expériences qui sont peut-être plus ramassées et à 2, 3 ou 4 joueurs. L'Extraction Shooter, je trouve que Helldivers c'est 2, voilà. Helldivers 2, et même toute cette veine du friendslop, donc ce terme un peu péjoratif qui désigne les jeux où, en chat vocal de proximité, voilà, pique, etc., content warning, etc. Les gens peut-être sont lassés du live service et veulent des trucs plus ramassés et plus condensés, quoi. Et Cassim, est-ce que c'est plus noble le jeu solo? Moi, Est-ce que c'est pour ça que là, nous, on fait style, ça revient en force, mais est-ce que c'est pas juste parce que, en plus, on le disait, les expériences sont de plus en plus premium. C'est-à-dire où vous avez du jeu indé fort, innovant, mais avec ces petits défauts de jeu indé parfois, ou des blockbusters à centaines de millions de dollars. On trouve ça génial. Je vais répondre un grand oui, et c'était la réponse de toute façon que j'allais apporter déjà à la question précédente, c'est que pour moi, rentable ou non, enfin à la limite, déjà, bon, évidemment, ils cherchent la rentabilité, mais à la limite, même les jeux non rentables servent de vitrine pour des éditeurs. Quand c'est des jeux, en fait, qui, on le sait, qui vont plus facilement pouvoir se positionner sur des cérémonies comme les Game Awards en fin d'année, qui vont pouvoir briller et qui vont amener ce cachet justement un peu artistique, noblesse justement du jeu vidéo. Même si ça ne fait pas des bénéfices monstrueux, peut-être que ça va permettre de faire briller tel ou tel éditeur, tel ou tel développeur. Je pense, tu as cité Black Myth Wukong, on est totalement dans cette démarche-là, justement pour anoblir le jeu vidéo chinois et de montrer que la Chine peut faire du AAA comme les Occidentaux. On va chercher du jeu solo, narratif, de grande ampleur. T'avais Balatro à côté. Après, je sais que là je parle à sa fibre. Balatro, c'est très noble. Je parle au cœur. Non mais c'est un jeu solo aussi, tu vois, mais dans les expériences différentes. Complètement. Un jeu indé très fort, hyper bien trouvé, hyper innovant, et la grosse vitrine, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça, non mais Balatro, je sais que je lui parle. Un des éléments que j'allais dire, c'était qu'aussi, justement, le jeu solo, ce n'est pas forcément obligé d'être une HBOisation du jeu vidéo. On n'est pas obligé de faire du Sony ou du Rockstar, d'avoir une série, un jeu un peu blockbuster, très narratif, très couloir, et où on mise tout sur l'acting et le scénario. On peut aussi avoir des expériences un peu plus hybrides où on essaye d'innover aussi sur le gameplay, faire un peu de tout, quoi. Les éditeurs qui se sont ratés sur le live service, je pense à Warner pour ne pas les citer, et un peu PlayStation. Amazon aussi, je crois. Amazon, ils avaient au début, ils avaient Lost Ark, non, comment ça s'appelait là leur jeu. Lost Ark, le même, ouais. Et puis ils avaient sorti un autre là qui avait un peu marché, mais oui. Est-ce que finalement ils sont allés sur le solo parce que, comme dit Cassim, ça refait bien, mais est-ce que dès qu'il y aura besoin d'un peu d'argent, ils vont pas y retourner? Je pense qu'on peut avoir les deux, à mon sens. On peut tout à fait avoir des expériences. C'est bête, mais Ubisoft en est un bon exemple. On peut tout à fait avoir les deux. Je ne sais pas si je dois forcément y voir un opportunisme à chaque fois qu'un gros studio se met à faire du jeu solo. Je te pose volontairement la question. Tu abuses. Non, mais je sais bien. Je trouve que. Alors, pour certains, je dis pas. À mon avis, il y a clairement une forme d'opportunisme et de oui, ok. Ce qui marche le mieux, c'est les jeux solo. Et actuellement, les joueurs veulent des jeux solo. Ils vont acheter des jeux solo et si on n'a pas envie de se faire review bombé jour 1, on va faire un jeu solo. Forcément, il y en a. Mais faut pas oublier non plus aussi qu'entre le moment où maintenant, là, les jeux solo, maintenant, même si ça dure depuis 2021, mais entre le moment où on se dit que les jeux solo reviennent et le moment où un studio AAA va pouvoir sortir un jeu solo, on est sur des 2, 3, 4, 5 ans de production. Donc peut-être que même dans 5 ans... Naughty Dog. Non mais c'est ça, le prochain Naughty Dog, le prochain Santa Monica... On refera un multijoueur dans 5 ans où on dira ce retour en force du jeu multi quand même. Évidemment, mais ça sera sans moi parce que j'aime pas les jeux multi. On va stopper là pour les jeux solo et on vous a fait une belle liste de jeux solo à aller faire si vous en avez raté. On a un peu d'autres jeux solo à raconter dans À quoi on joue cette semaine. Très beau panel en vue de jeux solo. C'est vrai. Je vais commencer avec Cassim, parce qu'on est un peu sur le même jeu aussi, parmi les 25 000 du moment, qui est Mouse PY for Hire, donc Private Investigator, qu'on a pris naïvement pour un Mickey Mouse enquêteur, et alors, pas du tout. C'est le mélange de, on va dire, allez, vous mélangez Cuphead, Doom, L.A. Noire, un petit peu peut-être de Heavy Rain, enfin là, vous mélangez tout ça dans un shaker, et ça donne Mouse P.I., où effectivement on joue un détective privé, et puis avec plein d'inspiration du cinéma évidemment. Cinéma noir des années du cinéma 40, noir, et aussi de la Warner. Tout ce qui va être enclume qui tombe sur tes ennemis, Acme et Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit. On est totalement dans cet univers-là parce qu'on est à la fois dans un truc très, donc, comme vous le voyez, très noir, mais aussi dans l'humour et la satire.
et quelque chose de très cartoon. C'est C'est avant tout... Que noir et blanc, faut le dire aux gens. c'est que du noir et du noir et blanc, c'est que du Rubber House Animation, donc vraiment comme Steamboat Willie, les cartoons américains des années 30, avec, vous savez, le fait qu'ils aient aucune articulation en gros et que tous leurs bras sont flexibles. Et c'est, en termes de direction artistique, c'est ce qui est le plus réussi dans le jeu, c'est magnifique d'un bout à l'autre. Vraiment, ils arrivent à vraiment ce parti pris et maîtriser de bout en bout. On a vraiment l'atmosphère noire. On a un gameplay qui est quand même vraiment bon. C'est pas juste le gimmick, on va dire, visuel. On a quand même un gameplay qui est cool. Qui est assez, qui est assez varié. Moi, j'ai qui est assez varié, qui s'inspire à la fois du Doom de l'époque et en même temps du Doom 2016. C'est ça qui est rigolo, parce qu'il y a il y a le dash, il y a les doubles sauts, etc., qui permettent d'avoir une bonne mobilité. Les armes ou les poings. Les armes ou les poings. Moi, je crois que j'ai retrouvé un peu de Blood et de Duke Nukem aussi, un peu dans les inspirations. C'est ce que j'allais dire, il y a un peu des premiers Duke Nukem, ouais. Ah non, mais c'est très sympa l'ambiance. Après, moi, alors, si je devais quand même être un peu critique, je trouve on finit par se lasser un petit peu. Il y a une formule un peu qui se répète en termes d'arène et de level design. C'est un peu toujours, tu rentres dans une pièce, il y a 10 ennemis qui viennent te voir, tu les tues, tu passes à la pièce suivante. C'est le petit défaut. Ça reste un jeu, on va dire, moyen budget. Je pense pas qu'on puisse parler de jeu indé, c'est un peu plus c'est au-dessus. Je pense qu'il est un petit peu au-dessus. Oui, voilà, c'est un faux Fumigame, je pense c'est un faux indé. Oui. Je sais pas si on veut dire faux indé. Un double A, enfin ça se situe entre l'indé et le double A, on va dire. Qui a pu se payer aussi d'ailleurs un acting de bout en bout. Enfin, c'est totalement... Il y a de la voix anglaise d'un bout à l'autre du jeu. Et notamment Troy Baker qui est partout. Qui est partout et qui du coup si Indiana Jones en dernièrement pour si on en a un peu marre de l'écouter, c'est un peu dommage parce que c'est l'acteur principal du jeu, voilà. Et il parle tout le temps. Il parle tout le temps dans le jeu. Voilà. Bon, mais si on en a pas marre, par contre, il fait un très bon travail du Troy Baker. Bon voilà, c'est du Troy Baker. Mais moi j'ai beaucoup aimé aussi. Moi c'est un jeu que je recommanderais quand même parce qu'il réussit très bien ce qu'il fait et surtout si vous aviez été frustré par la difficulté de Cuphead vis-à-vis de sa DA très belle, mais que le côté platforming et tout était quand même très complexe. Très dur. Là, le jeu est quand même beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Donc, si vous vouliez un peu remplir ce fantasme-là de l'animation cartoon des années 30, c'est peut-être la bonne cible. Et c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. En effet, c'est pas très dur. Non. Il est pas très dur. On déroule vite. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait un mode de jeu. Parce qu'il est en noir et blanc tout le temps, pour ne faire apparaître que les traces de sang en rouge. Parce que oui, ça bastonne beaucoup dans le jeu. C'est assez gore. Hein. Et c'est assez gore. C'est assez gore et il y a même des références quand même. Il y a une arme qui fait une référence explicite à la trompette pour les gens qui ont été traumatisés par la trompette de Roger Rabbit, justement. Ah ouais. Ah oui, ok. Mais il y a une vraie DA. Pour le coup, il y a une vraie DA. Valentin, tu vas nous parler d'un jeu qui a une sacrée DA aussi. Ouais. C'est autre chose, c'est Ozzy. Tout à fait. Est-ce que vous aimez faire le ménage ? Oui. Que dans les jeux vidéo. J'adore faire le ménage dans la... Toi, dans la réalité. Non, mais grand fan de Power Wash Simulator. Ben voilà, Power Wash, tous les trucs de rangement. Dans les jeux, c'est super. Dans la réalité. Même dans la vraie vie, tu vois, il y a un côté satisfaisant à passer l'aspirateur et à être content de toi après. Je vais t'appeler pour que tu viennes chez moi. Quand tu veux. Ozzy, c'est un petit peu ça. Alors d'abord, Ozzy, c'est un jeu en 2 parties. Si vous venez un petit peu de unpacking, c'est un petit peu comme ça. On va avoir des pièces vides dont il va falloir poser des meubles par-ci par-là. Donc ça peut être des canapés, des tableaux, des chaises, des machins. Ça, c'est le côté unpacking. Donc vous déballez des cartons. Ozzy, en plus d'être en 3D, contrairement à unpacking qui était en pixel art, il va proposer des pièces qui sont sales, qu'il faut rénover d'abord. Donc là, on le voit, on peut nettoyer. C'est le côté Power Wash. Ouais, et en vrai, c'est trop bien fait. Et House Flipper. Et House Flipper. Enfin, c'est un petit mélange de tout ça. C'est un petit mélange de Power Wash, de House Flipper et de unpacking dans le côté chaque objet que tu vas toucher, chaque animation, chaque petit son est satisfaisant. Et alors moi j'aime beaucoup parce que chaque niveau donc amène une situation différente. Tu vas d'abord nettoyer un appart que tu vas ensuite meubler avec tes petits meubles à toi. Ensuite un café, après une salle de billard, après un truc dans la rue, machin. Et chaque lieu a une histoire. Pardon, je te vois, tu veux... Non, je suis en train de regarder sur quoi il est disponible. Parce que c'est horrible. Il est sur PC et Mac. Ouais, il est sur Steam, PC et Mac. C'est parfait. J'ai une question. Est-ce qu'il y a de la liberté dans la création, justement, ou c'est quelque chose d'assez dirigé ? Parce qu'Unpacking, par exemple, chaque chose avait une place, globalement. Oui. Est-ce que là, on est plus dans quelque chose d'un peu plus créatif Là, tu es beaucoup plus... en fait, donc, Ozzy n'a pas du tout le côté narration d'Unpacking. Les cartons vont rien vous raconter. Il n'y a pas des meubles qui vont vous dire « Ah, cette personne a traversé ça » ou quoi. Par contre, en revanche, tu es complètement libre dans la création de ton truc. Tu mets les tables où tu veux, tu mets les cadres où tu veux, tu mets les chaises. Et je vais... encore insister 2 petites secondes sur chaque animation donc de nettoyage, de poubelle, de machin. À chaque fois, elle est unique et c'est super beau. Et la gestion de la lumière.
C'est ce que je regardais, le côté franchement. diorama. Ce diorama, moi j'adore, je trouve magnifique. Et quand vous lavez une vitre, non mais quand vous lavez une vitre, la propagation de la lumière est différente après. Ah, j'adore. Et ça, moi, ça suffit à me vendre un jeu. Mais tu nous le vends, mais hyper bien. Moi, je vais terminer avec vous, non pas sur un jeu qui est déjà disponible, sur un jeu qui arrive au mois de mai, qui arrive le 21 mai, mais auquel j'ai eu la chance de pouvoir jouer un peu en avance, qui est Yoshi and the Mysterious Book. Donc évidemment, jeu Nintendo Switch 2, le retour de Yoshi. Au cas où vous l'auriez raté au cinéma, récemment, il était dans un petit film. Et où on m'a dit, j'ai toujours pas vu le film, j'avoue, on m'a dit, il est sympa Yoshi, il est là, mais il sert pas à grand-chose forcément. Là, eh bien, Yoshi, vous allez le gérer de A à Z. C'est un platformer évidemment 2D avec ce livre. Pour ceux qui ont fait It Takes Two, il y a quelque chose du livre. Oui. Ce livre, c'est Mr. Mysterious, ou Mysterious tout court en français. Eh bien, il regorge d'éléments, de créatures étranges, de plantes, et vous allez essayer de comprendre ce que sont ces plantes ou ces animaux, et donc plonger dans le livre. Donc votre Yoshi, il plonge pour aller comprendre l'habitat, découvrir ces bestioles. C'est du Yoshi platformer, si vous avez fait Paper Woolly Yoshi, World. du coup. C'est Il y a un petit côté. Il y a un côté Paper Mario. Alors oui, mais dans la plus, scène. voilà, plus volumineux, dirons-nous. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est de l'exploration. Vraiment, vous êtes un peu libre d'aller où vous voulez. Ouais. C'est moins linéaire que certains jeux Yoshi qu'on avait fait. Il faut vraiment être curieux. C'est un jeu qui nécessite vraiment d'être curieux pour comprendre chaque élément que vous avez trouvé. Donc, si c'est une plante, il y a une plante qui ressemble à une marguerite à un moment. J'aime beaucoup parce que vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ah, Vous pouvez- tu remplis le glossaire à chaque fois en mettant toi-même le. Tu mets ce que tu veux. Donc, tu croises des têtes connues qui ne sont pas connues. Tu comprends que dans le jeu, elles ne sont pas encore connues. Il y a Bowser Jr., il y a Mascas, que j'ai appelé Jason. Les puristes comprendront. Ça m'a fait juste marrer moi, mais Bah oui, c'est pas grave. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça super sympa parce qu'il y a une variété de gameplay qui fait vachement plaisir. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des bulles. À un moment, vous croisez cette étrange grenouille qui sort, qui a une tête un peu bizarre, qui fait des bulles. Ça vous permet de monter à un autre niveau. À un moment, vous allez vous retrouver face à une plante qui vous fait éternuer, qui a une espèce de pollen géant. Ça vous permet de faire autre chose. Il y a une vraie variété. J'ai trouvé ça hyper agréable. Il y a ce côté un peu calme, posé, mais des petits puzzle games. C'est franchement, de ce qu'on en a vu, c'est extrêmement sympathique, c'est reposant. On se balade. Dans chaque niveau, là où je vous dis qu'il faut être curieux, c'est que vous pouvez avoir des éléments qui vont vous permettre de comprendre des choses que vous pensiez avoir découvertes avant et en avoir fait le tour. Et en fait, ça va vous octroyer des facultés supplémentaires. Metroidvania. Mais il y a une forme de vraiment- Metroidvania. Ouais. Non, mais c'est très sympa ce Yoshi and the Mysterious Book. Ça sort fin mai. Je voulais vous en parler un petit peu avant pour vous le teaser parce que le mois de mai est surchargé en jeux. Donc c'était pour ça. C'est trop mignon. Vous pouvez choisir évidemment votre Yoshi bleu, rouge, vert, turquoise, noir, comme vous voulez. Ça n'a pas trop d'impact. Et vous a chopé. J'ai bouffé des bestioles dans tous les sens. Switch 1 ou pas? Ouais, c'est ce que Non, j'allais que demander. Switch 2 apparemment. Ah, c'est Ouais. bien. Mais ça, à mon avis, va wait and falloir faire see. vite, je crois. Mais vu le style graphique, je suis pas sûre que ça puisse être propulsé. Mais c'est très très sympa. En tout cas, alors, on va pas se mentir. On sent que Super Mario Bros. Wonder est passé aussi par là. Il y a quelques gimmicks de jeu. Votre fin de niveau, on dirait qu'on passe dans les niveaux, des niveaux Hallucinogènes. plantes hallucinogènes. Ah oui, ok. Ouais, il y a quelque chose où on se dit, ils ont compris que Super Mario Bros. Wonder, c'était quand même pas mal. Donc voilà, Yoshi and the Mysterious Book, je voulais juste finir là-dessus pour vous le teaser un petit peu. Tu m'as donné envie, moi. Très, très sympa. J'ai vraiment trouvé ça ultra sympa. Et je vous dis pas tout parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de dire. Mais voilà, vraiment, gardez un œil dessus. J'attendais un jeu Nintendo Switch 2, vraiment, moi. Je l'ai vu parce que Donkey Kong, c'était sympa. Mario Kart World, c'était Tu n'aimes sympa. pas Tomodachi Life, par exemple. Alors- Pocopia. Je vous reparlerai de Tomodachi Life, qui est arrivé la semaine dernière, que ma fille, j'ai une fille qui a 18 ans, qui avait déjà, pour raconter ma vie, qui avait déjà utilisé le premier il y a Ouais. une grosse Oui, bah, dizaine il y a d'années. longtemps, ouais. Et j'ai découvert cette espèce de folie des gens sur Tomodachi Life. J'avoue, alors si vous êtes joueur de Tomodachi Life, vous avez le droit de venir m'envoyer des messages. Je veux comprendre pourquoi tout le monde dessine, met ses collègues dans le jeu. Elle met que des people connus, que des chanteuses. Et elle crée des mini-dramas dans le jeu et ça la fait mourir de rire. Et elle s'envoie ça avec ses potes qui jouent, de mini-scénettes complètement... Mais c'est n'importe quoi. Ouais, tu peux refaire qui tu veux, ils vont vivre leur vie. Donc elle remet des Taylor Swift et Charlie XCX et elle fait des dramas et ça la fait mourir de rire. Donc voilà, donc je salue ma fille qui me sert de bêta-testeuse sur Tomodachi Life, qui est un phénomène qui m'échappe, mais dont on reparlera évidemment ici et sur BFM Tech. Messieurs, nous sommes allés largement au-delà de cette émission, mais c'était un plaisir comme à chaque fois. Valentin, merci beaucoup.
On te Merci à retrouve toi. où? Un peu partout, hein, chez Canard PC principalement en ce moment, Jeux Vidéo Magazine, tous les lundis matins sur Twitch, où je fais une matinale pour les gens qui n'aiment pas le lundi. Et voilà, Sur ta chaîne, sur ma chaîne Nodus, Voilà. N-O-D-D-U-S. exactement. Et bientôt emménage chez moi, puisqu'il adore faire ça. Ah, de fou, mais franchement de fou. Cassim, on te lit chez Frandroid, évidemment. Tout à fait, pour parler de jeux vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, de l'évolution du prix du Game Pass et À la aussi, baisse, on n'en a pas parlé, à mais la à la baisse. baisse. Du reste. Après, évidemment, Frandroid, on parle aussi de tech, de petits changements chez Apple et autres événements en ce moment. Il s'est rien passé du tout cette Non, bah non. semaine chez Non. Apple qui nous a occupés en plus que les jeux, les centaines de jeux qui sortent en même temps. Merci à vous toutes et à vous tous aussi d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech et la plateforme RMC BFM Play, et nous écouter en podcast absolument partout. Vous avez vu, vous avez de quoi faire en jeu solo, parce qu'on parlera des autres plus tard, des multis, quand ils reviendront à la mode, donc d'ici 5 ans, nous a dit Valentin. En attendant, mais voilà, plein de choses à faire. On se retrouve très vite pour les jeux qui arrivent sur le mois de mai, et Dieu sait qu'il y en a. Jouez bien et à très vite.